Salut à toutes et à tous. Si vous venez juste de prendre cette émission en direct ou en différé, c'est-à-dire samedi le 21 octobre à 20h, un peu de contexte. Vous regardez Le Média, la première chaîne d'info de gauche, la chaîne d'info et de combat sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur Dailymotion. C'est notre soirée de lancement qui a déjà commencé depuis une demi-heure. Je m'appelle Théophile Kouamouo, je suis journaliste aux médias et je reçois Julien Terry et Sumboy dont le point commun est de produire des programmes pour le média qui s'attellent à relier l'histoire et l'actualité. Je voudrais que vous présentiez très rapidement. Je commence par Julien qui a 1 minute. Je dois me présenter moi ou l'émission? Toi et ton émission, et tes émissions. Alors, je suis historien, voilà. Je suis enseignant et chercheur en histoire. Je travaille surtout sur des périodes éloignées, quand je fais vraiment des articles de fond, la recherche qu'on dit scientifique, puisque ma période de prédilection, c'est la deuxième partie du Moyen-Âge. Mais mon thème de prédilection, c'est le lien entre religion et politique, et la manière dont les États qui ont donné naissance à nos États actuels se sont formés en reprenant toute une série de modèles mentaux et administratifs qui viennent du religieux. Voilà. Et mon émission, c'est La Grande Hache, depuis 2018 sur le média. Depuis 2018, La Grande Hache, et tu fais aussi plusieurs autres émissions. Tu participes, tu es un producteur d'émissions de OSAP, Oui, On s'autorise à penser, dont tu avais trouvé le nom, je me souviens, d'après un sketch de Coluche, quand on l'avait lancé. C'est un entretien, alors je ne suis pas le seul à le faire, tout le monde en fait, parmi les gens qui participent aux médias, je crois, et qui consiste à faire l'aller-retour entre l'actualité et un domaine de recherche, avec un intellectuel ou un acteur des luttes politiques. Et tu auras une nouveauté, mais c'est moi qui en parlerai. On va aussi parler, les raccrocher à l'histoire coloniale et proposer une lecture qui intègre la question coloniale dans notre traitement de l'actu. Et on va donner la parole à plein de gens qui sont assez jeunes et qui se sont construits sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, donc qui ont des communautés de gens qui les suivent, mais qui ne sont pas forcément habitués. Du soir, toujours debout, dans le cadre d'une rubrique intitulée « Ne nous engueulons pas », où tu débattras avec une personnalité avec laquelle nous ne sommes pas forcément d'accord. Alors, je voudrais qu'on consacre quelques minutes de cette édition spéciale à la situation explosive en Palestine et en Israël, une situation qui est souvent décrite comme le fruit de haine recuite, héréditaire, irrationnelle, entre des peuples voués à s'entre-déchirer. Or, pour en saisir la rationalité, il faut s'en référer à l'histoire. C'est un peu ce que tu as fait, Sumboy, avec la chaîne YouTube Histoire Crépue, une vidéo dont le titre est « L'histoire coloniale derrière la guerre Israël-Palestine ». En 5 minutes, quels sont les moments clés de cette histoire coloniale évoquée dans ta vidéo ? Alors moi, ce qui m'intéressait dans cette vidéo, c'est, je suis pas historien, donc comme je l'ai dit, mais je m'intéresse vachement à ce conflit et plein d'autres qui touchent à l'histoire coloniale. Et je veux dire, pour ceux qui ont vu la vidéo, il y a des petites erreurs que j'ai fait, mais il y a des commentaires, les gens se sont donnés dans les commentaires pour écrire des vrais pavés, on dirait des thèses, où ils corrigent toutes les petites erreurs que j'ai pu faire. Et moi, ce que je trouvais important dans le conflit Israël-Palestine et dans cette guerre, en fait, c'est de pointer du doigt le fait que ça commence en contexte colonial occidental. Et ce que je veux dire par là, c'est pas que Israël est une colonie occidentale, mais c'est que pour que le projet sioniste, donc le projet sioniste, c'est ce que j'explique un peu dans la vidéo, donc c'est des personnes juives qui vivent en Europe notamment, qui subissent un antisémitisme qui monte en flèche et qui donc vont imaginer le projet de retourner sur la terre promise. Alors au début, c'est pas forcément quelque chose de très religieux, mais c'est beaucoup une pensée politique et ça va au fur et à mesure prendre cette teinte de plus en plus religieuse. Et en fait, donc, quand ils vont vouloir retourner dans cette terre promise, c'est la Palestine. La Palestine, à l'époque, c'est dans l'Empire ottoman. Donc il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale et l'effondrement de l'Empire ottoman pour que la Palestine soit en fait accessible. Et qui va avoir accès à la Palestine? Ça va être l'Empire colonial britannique, parce que l'Empire colonial britannique, à ce moment-là, il est dans la Société des Nations, donc c'est l'ancêtre de l'ONU, et c'est cette Société des Nations qui va lui attribuer le mandat de gérer la Palestine. Et c'est parce que l'Empire colonial britannique gère la Palestine qu'il va autoriser les sionistes à venir s'installer sur le territoire, et que le conflit, on a du mal à comprendre les petits rouages et à faire évoluer la situation. C'est d'abord une histoire de persécution en Europe, un désir de foyer national, et puis des siècles. C'est vrai qu'avec les événements abominables qui ont eu lieu depuis le 7 octobre, mais qui en fait ont lieu depuis beaucoup plus longtemps que ça, on l'oublie, mais les victimes des atrocités qui ont été commises sur la terre, et donc d'expulsion
d'une partie des occupants qui sont là en trop. Et ces occupants qui sont là en trop, ils ont été parqués en fait dès le début des années 50 dans cette bande de Gaza qui ressemble à s'y méprendre à ces camps de regroupement des populations que par exemple pendant la guerre d'Algérie, l'armée française organisait pour sortir les populations des villages parce que dans leur milieu naturel, elles étaient incontrôlables. Or, il faut se resituer avant ce qu'on appelle la Shoah. Et l'antisémitisme est assumé sans problème par une grande partie des populations européennes et des élites politiques en particulier, notamment par presque toute la droite française. Il faut quand même surtout pas l'oublier, il faut se remettre dans ce contexte. On est là à une époque où la famille royale anglaise, par exemple, aime beaucoup les nazis et leur antisémitisme. Il y a une vidéo que The Sun, le tabloïd anglais, avait fait ressortir il n'y a pas si longtemps, qui a fait scandale en Angleterre. On voit la reine Elisabeth, âgée de 4 ans, toute petite fille, qui fait le salut nazi dans les jardins d'un palais anglais. Il faut se remettre en tête qu'à cette époque-là, l'antisémitisme, c'est presque la norme, en tout cas à droite, dans les sociétés européennes. Ce Balfour, qui est un antisémite, qui considère, comme les antisémites d'Europe depuis la fin du 19e siècle, que les Juifs forment une nation unitaire. Un peuple soudé, qui n'a pas sa place parmi les autres nations d'Europe parce qu'il leur est extérieur. C'est ça la grande idée de l'antisémitisme. Et c'est une idée en fait qui date de bien plus longtemps. Les premiers projets qu'il y a en Europe de l'Ouest pour se débarrasser des communautés juives et les envoyer ailleurs parce qu'elles sont de trop, parce qu'elles saoulent l'unité, ils datent du Moyen-Âge. Et vous savez que Hitler, avant d'en arriver à la solution finale, les nazis, on pensait à un moment donné mettre tous les juifs à Madagascar. Donc, si on se remet donc dans les années 10, dans ce contexte où, avec la montée des nationalismes, avec les théories raciales sur les nations, on se convainc, en tout cas une partie du champ politique se convainc que les juifs n'ont rien à faire en Europe, qui sont des ennemis de l'intérieur. C'était le principe de l'affaire Dreyfus aussi. Dreyfus est forcément coupable, il ne peut pas avoir été loyal à l'armée française parce qu'il est juif. Et si le juif ne peut pas être français. Bon. C'est dans ce contexte de persécutions qui montent, qui se sont intensifiées notamment en Russie aussi, avec beaucoup de juifs qui ont été obligés de revenir à cause des pogroms vers l'ouest, que le mouvement sioniste s'est développé et que Balfour et beaucoup d'antisémites se disent « Mais bien sûr, puisque nous avons une colonie à disposition, puisque nous avons ce nouveau mandat qui nous est donné sur ces terres ottomanes, nous allons créer, c'est le terme de la déclaration Balfour, un foyer national juif sur ces territoires qui, historiquement, la Bible nous le raconte, et jusqu'à l'Empire romain, était le lieu d'entité politique juive, qui certes, entre-temps... On les renvoie chez eux. Quoi. Voilà, il s'est passé 2000 ans, entre-temps, il y a eu toutes sortes d'autres dominations. Au moment de la déclaration Balfour, en 1917, il faut s'en rappeler, tout le monde l'oublie, il y a 60 000 juifs qui vivent en Palestine, dont 30 000 sont hostiles au sionisme. Voit d'un très mauvais œil cette entreprise. Le seul membre du cabinet anglais en 1917 qui s'oppose à cette déclaration de Balfour, qui est à l'origine donc des problèmes que l'on connaît aujourd'hui et qui est une décision donc des colons anglais, c'est le seul membre juif du ministère anglais. D'Israël. Julien, je pense qu'il nous faudra justement un épisode de la Grande Hache sur la fameuse déclaration Balfour. Pour souligner qu'il y a ce paradoxe que, au fond, l'idée selon à laquelle s'opposent beaucoup de camarades juifs, selon laquelle être juif, c'est nécessairement adhérer au nationalisme israélien, parce que c'est de ça qu'il s'agit au fond, et selon laquelle finalement, quand on est juif, on est quelque part toujours nécessairement ressortissant de ce qui est aujourd'hui un État. C'est une idée contre laquelle il faut absolument lutter. Quand on retourne à ses racines. Oui, alors... Ceci dit, maintenant, qu'en tirer pour le problème d'aujourd'hui ? Non, mais justement, on va y revenir. Moi, je voudrais juste mettre un peu mon grain de sel là-dedans, parce que je pense qu'il faudrait faire un parallèle éclairant entre l'histoire d'Israël et l'histoire du Libéria, parce que le Libéria, en fait, c'est une sorte de colonie américaine au cœur de l'Afrique de l'Ouest, et en réalité, il y a une sorte d'alliance entre les panafricains qui désiraient retourner vers leur terre promise en Afrique pour y être en paix, et les racistes du sud des États-Unis qui avaient intérêt à ce qu'ils partent, parce que l'esclavage étant fini, c'est pas ce qu'ils en feraient. Je te vois hocher la tête, Someboy. Alors, est-ce qu'il y a dans cette histoire douloureuse, dans ces histoires douloureuses, des ferments de paix tout de même ? On peut expliquer la conflictualité, on est en train de le faire, mais peut-on identifier des vecteurs de coexistence demain ? Ou alors, est-ce qu'il y a aussi une forme d'intérêt à faire des rapprochements de ce type pour voir comment cette histoire vieille, l'esclavage, la colonisation continue de nous poursuivre et peut-être en tirer des clés nouvelles. Je pense que c'est tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est de déjà comprendre cette histoire, la connaître, savoir qu'elle a touché tout l'ensemble du monde et même qu'elle est à l'origine
de la façon dont la politique internationale est organisée. On l'a vu avec la Société des Nations, ça s'est construit à peu près à l'époque des empires coloniaux, l'ONU aussi. Les États-nations tels qu'ils existent aujourd'hui sont aussi le résultat souvent des frontières coloniales qui ont été tracées. Et donc toutes ces questions-là et les conflits qu'on est en train de vivre aujourd'hui, même les questions de migration, de déplacement, elles peuvent être, je pense, traitées grâce à la question... si on comprend l'histoire coloniale, elles peuvent être... en fait, on va pouvoir sortir de certaines impasses, je pense. Mais c'est pas dit. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut construire ensemble. Et le mieux, c'est d'être le plus éduqué et d'être le plus nombreux et nombreuses à connaître cette histoire pour trouver des réponses collectives. Moi, je suis personne pour dire voilà la clé pour sortir du problème. Mais par contre, je trouve ça intéressant le rapprochement que tu faisais avec le Libéria, parce qu'effectivement, c'est pas une histoire qu'on connaît beaucoup en France, mais aux États-Unis, il y a eu toute une histoire de la ségrégation sur le sol américain. Les logiques historiques C'est ça. qui nous conduisent pas au les pire. lier à c'est une guerre entre forcément les Juifs et les musulmans ou les Arabes et les Juifs qui se détestent. C'est pas ça la question. C'est des processus historiques qui se mettent en place et si on les comprend, on peut essayer de trouver peut-être des pistes ou en tout cas s'inspirer des erreurs du passé pour essayer de ne pas les reproduire. Alors Julien, j'hésite à te donner la parole une nouvelle fois parce qu'on doit laisser l'antenne dans 2 minutes, mais bon, je le fais quand même en me disant que tu auras un mot sur les vecteurs de coexistence qui peuvent être tirés de notre connaissance de l'histoire. Si tu veux, dans le cas de l'État d'Israël et de la situation absolument terrible que l'on connaît actuellement, ce qu'il ne faut absolument pas perdre de vue, c'est que l'Europe est en cause dans cette affaire. L'impulsion décisive qui a été donnée à la légitimité de l'État d'Israël et ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on ne peut pas, sans être accusé des pires mots, remettre en cause sur le fond la politique de l'État d'Israël, qui est une politique de nettoyage ethnique. C'est quoi cette raison de fond? C'est que l'impulsion décisive à la naissance de l'État d'Israël, c'est la tentative européenne de destruction des Juifs. C'est le génocide des Juifs en Europe. Et on a le sentiment, chez les Allemands, chez les Français aussi, que finalement, on achète notre bonne conscience sur le dos des Palestiniens. On n'accepte pas, on ne juge pas à la même aune les crimes de l'État israélien et les crimes qui peuvent être commis par ceux qui défendent la cause palestinienne, tout simplement parce que nous nous sentons coupables envers ceux qui aujourd'hui... Ce n'est pas juste un sentiment. Historiquement, en tout cas. Oui, c'est une réalité. Historiquement, il y a le poids de cette culpabilité allemande, française et autres qui fait que l'Allemagne, par exemple, soutient toujours de manière absolument inconditionnelle l'État d'Israël. Voilà, je vous remercie, Julien et Symbol.